Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 13h, voici le sommaire. Politique de décentralisation au Bénin, les populations apprécient le choix du gouvernement de dissocier le politique du technique pour la bonne marche des collectivités locales. C'est la base de la réussite selon les populations, vous les suivrez dans ce journal. De nouveaux professionnels de santé disponibles sur le marché de l'emploi. Ils sont sortis de l'Institut national médico-sanitaire. Suivez dans cette édition les temps forts de la cérémonie de remise de leur parchemin. Pendant ce temps, dans l'OME, l'opération de distribution des secours nationaux au titre de 2024 est lancée. Les bénéficiaires reçoivent déjà les fonds, les précisions à suivre dans ce 13h. Le politique dissocié du technique pour la bonne marche des collectivités locales, c'est la politique de décentralisation en cours au Bénin sous le régime de Patrice Talon. Après quelques années de mise en œuvre, les populations apprécient, suivant quelques réactions de citoyens au micro de Jérôme Humbo. Il est au-delà d'un visionnaire. J'ai servi dans les mairies, communes et tout ça là pendant 25 ans. Et j'ai vu tout ce qui se faisait, tout ce qui se passait. Mais avec l'avènement des SE au niveau des communes, ça arrête toutes les dérives. Ça arrête complètement toutes les dérives. Parce qu'ils sont, des élus, ils sont des hommes politiques et ils ont des redevances vis-à-vis de leur électorat. Et tout ça là amène les gens à ne pas pouvoir fonctionner normalement. On veut remercier les gens. On veut remercier les gens et ils passent à côté. Ils n'ont pas la main libre. Ils ont des parrains politiques, ils ont un électorat à défendre. Mais l'avènement des SE, ça arrête tout ça là, et complètement. À l'accoutumée, quand on venait ici, il fallait faire toute une file. Et là, je suis venu pour retirer un document et j'ai pu le faire en quelques minutes. C'est la preuve quand même qu'il n'y a plus de file. C'est la preuve que le service a quand même changé, quelque chose a changé. L'accueil, ça a changé parce qu'aujourd'hui, quand vous exhibez le nom du secrétaire exécutif, quand même tout le monde a peur. Tout le monde a peur et puis on est obligé de vous satisfaire. Ça, quand même, je crois que c'est à l'actif du gouvernement pour cette réforme et c'est à saluer. Dans les années passées, à Bono ici, notre manière de mobiliser les fonds était autre chose. Mais aujourd'hui, là, quand les réformes sont arrivées, on nous a, nous en tant que chefs de village, on nous a montré la voie par laquelle nous allons passer pour mobiliser les ressources. Beaucoup de choses ont changé en bien. Il y a le recrutement dans l'administration locale là, qui a vraiment changé. C'est aujourd'hui l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Avant là, les politiciens placent les leurs et ils font de l'administration ce qu'ils veulent. Avec les réformes, les redditions de comptes se passent plus bien. Il faut le dire, nous participons à toutes les étapes de la reddition de comptes. Surtout en tant que CPC, nous sommes associés. Et des fois, c'est nous qui imposons les thématiques. Auparavant, quand vous venez à la mairie pour des légalisations, pour des services, il se trouve que vous ne trouvez pas le personnel en place. Mais avec l'arrivée du SE, du secrétaire exécutif, et l'absence au poste, le retard au travail, ça a cessé. C'est une réforme nécessaire. Et si elle n'existait pas, c'est qu'elle doit exister. Et heureusement, c'est arrivé. Et nous remercions le chef de l'État qui a compris que sans cette réforme, le développement à la base ne serait pas une réalité. À la suite de ces populations, soulignons que l'une des pierres angulaires de la bonne marche de la décentralisation au Bénin est le CEFAL, le Centre de formation pour l'administration locale. Comment évolue-t-il et quelles sont ses attributions? Le ministre de la décentralisation apporte ici quelques éléments de clarification. Le CEFAL est à pied d'œuvre et est sollicité fortement dans le cadre de cette réforme. Et en pas de semaine,
depuis que la réforme a été implémentée, il n'y a pas de semaine, que le CEFAL ne soit pas sollicité pour le renforcement de capacités aussi bien des élus, que ce soit le maire, ses adjoints, les chefs d'arrondissement, les présidents de commission, les conseillers communaux sans charge, mais aussi les cadres, aussi bien tirés du fichier que les autres membres du personnel de la commune, en tout cas de la mairie. Il n'y a pas de semaine, je le dis, que des plans de formation ou de renforcement de capacité ne soient programmés de concert avec la cellule chargée du suivi et du contrôle de la gestion des communes pour pouvoir accompagner tous ces acteurs, disons, dans la mise en œuvre de la réforme. Nous avons, au titre du PAG, prévu même reconstruire le CEFAL et faire du CEFAL un centre à vocation régionale. Les plans architecturaux existent déjà. Tout ça a été fait et transféré au ministère en charge du cadre de vie pour voir si ça tient la route. Après, les appels d'offres seront lancés pour que le CEFAL soit relooké. Mais en matière de compétences, le CEFAL est pleinement engagé dans la réforme structurelle du secteur de la décentralisation et travaille au quotidien. Je vous l'annonçais en titre, l'Institut national médico-sanitaire a mis sur le marché de l'emploi de nouveaux professionnels qualifiés. Les étudiants du cycle des masters ont reçu ce jeudi 30 janvier leur parchemin. La cérémonie de remise a eu lieu dans l'enceinte de la faculté des sciences de la santé à Cotonou. Le reportage est signé Françoise Insou et Amandine Aniambossou. 57 étudiants de l'Institut national médico-sanitaire reçoivent leur parchemin. Ils sont inscrits dans la deuxième vague d'étudiants formés en master dans les spécialités soins palliatifs, néphrologie, dialyse et anesthésie-réanimation. Presque la moitié de ces récipiendaires ont bénéficié de bourses d'études durant tout leur parcours académique. Les formations spécialisées de niveau master offertes à l'INMES sont en parfaite adéquation avec la volonté du gouvernement béninois de développer la médecine hospitalière conformément aux orientations des réformes actuellement en cours dans le secteur de la santé. Les diplômés du cycle des masters de l'INMES pourront ainsi contribuer à un meilleur accès de la population béninoise aux soins de qualité. Nous devons être ce souffle nouveau, cette énergie reformatrice dans les structures où nous serons appelés à servir. Nous avons été outillés, rodés pour devenir des leaders, des acteurs du renouveau, et c'est avec ce bagage que nous allons écrire un nouveau chapitre dans nos vies et celle de ceux que nous servirons. Cette remise de diplôme marque l'aboutissement d'un parcours rigoureux et le début d'une nouvelle expérience. Cette cérémonie est une réponse forte et concrète aux défis du système de santé béninois. Elle témoigne de l'engagement constant du gouvernement du Bénin à renforcer l'accès aux soins de qualité pour toutes et tous. Je tiens ici à adresser mes sincères félicitations à Madame la directrice de l'INMES et à toute son équipe qui, avec passion et rigueur, œuvre quotidiennement pour former des professionnels compétents et engagés. Cette réussite est également le fruit d'une coopération internationale solide et efficace, grâce au financement de l'Agence française de développement et à l'appui technique des équipes de Enabel. Vous êtes désormais les acteurs du changement. Mettez vos compétences au service des autres, innovez, inspirez. Vous avez entre les mains des outils pour transformer les vies et construire un avenir plus équitable. On est venu au bout du tunnel et vous-même, vous avez vu ce que vous aviez formé. Je voudrais, au nom de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, vous remercier très chaleureusement pour le travail qui a été abattu et vous demander de toujours les accompagner. Ils ont le petit papier, mais on n'a pas fini de les former. Ces nouveaux professionnels sont désormais qualifiés pour répondre aux défis actuels et futurs du secteur sanitaire au Bénin. Les personnes sélectionnées dans le mai pour l'obtention des secours nationaux du gouvernement au titre de l'année 2024 reçoivent déjà les fonds. Le lancement officiel de cette opération a eu lieu dans la commune d'Adjara hier jeudi, une initiative de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance. Vitis Ahourey Calvador avant nous pour le point.
66 personnes sélectionnées dans les communes d'Adiara et d'Avrankou reçoivent ainsi les appuis financiers du gouvernement dans le cadre des secours nationaux au titre de l'année 2024. Cette mise à disposition des fonds est la dernière étape d'un processus d'identification. Au terme du processus, pour le compte de l'année 2024, 357 bénéficiaires ont été retenus pour être appuyés dans le département de l'Ouémé, soit 166 personnes indigentes, 134 personnes âgées et 58 personnes handicapées pour un montant global de 24 640 000 francs contre 17 600 000 francs CFA en 2020. Pour le compte de l'année 2024, 31 personnes indigentes, 24 personnes âgées et 11 handicapés sont les premiers bénéficiaires des secours nationaux à Avrankou et à Diara. Je remercie aussi notre président, notre très cher président. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous, les personnes handicapées et personnes en situation difficile. On le remercie infiniment. L'enveloppe qu'ils nous ont remis afin que notre vie, notre situation de vie soit améliorée, mener des activités, je les remercie infiniment. Dans le processus de désignation de ces personnes, le conseil communal est totalement impliqué. Tout d'abord, nous les accompagnons et pour les enquêtes, nous faisons tout pour qu'au moins ceux qui sont dans le besoin réel, qu'on puisse les soutenir et les accompagner. Les secours nationaux sont des appuis non contributifs et non remboursables accordés aux personnes démunies et handicapées. Une petite brève de la Criette. Le procès complot contre l'autorité de l'État a connu son épilogue ce jeudi. Le verdict est tombé. Olivier Boko et Roch Nieri sont reconnus coupables de complot contre la sûreté de l'État. Corruption d'agents publics. Oswald Omeki, lui, est reconnu coupable de complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents publics et faux certificats. Ils ont écopé de chacun 20 ans de réclusion criminelle, 4,5 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Ils doivent payer solidairement 60 milliards à l'État. La Cour ordonne en outre la confiscation de tous leurs biens connus et non encore connus du milliard 5 millions qui devrait servir à l'opération du véhicule 4x4 retrouvé au domicile de M. Oswald Omeki, ainsi que le montant de la police d'assurance souscrite au nom du colonel Théo Edjere, commandant de la garde républicaine. Les autres accusés, à savoir Corneille Bagidi, comptable de la société GTP, Gani Sanusi, le chauffeur de Omeki, et Adji Bekoun, ont été acquittés. Ces derniers recouvrent leur liberté depuis hier. Roch Nieri étant en fuite, Olivier Boko et Oswald Omeki ont 15 jours francs pour interjeter appel. Combien a coûté la réalisation des routes quittant le port autonome de Cotonou au carrefour Bio-Guéra? Lors d'une récente déclaration, Guy Mitokwe, le porte-parole du parti Les Démocrates, évoquait 35 milliards de francs CFA, une somme bien loin de la réalité selon le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadji. Il apporte des clarifications lors d'une sortie médiatique et l'essentiel de ces clarifications s'est assuré avec Gloria Oni et Alexis Kenom. J'ai suivi avec beaucoup d'étonnement le représentant ou le porte-parole du parti Les Démocrates a affirmé que le gouvernement de Patrice Talon a réalisé 5,7 km de route à 35 milliards. C'est fait preuve de méconnaissance des règles élémentaires qui déterminent les marchés publics. Parce que je suppose que le porte-parole de ce parti a dû emprunter une fois ce boulevard-là parce qu'il a dit que c'est l'infrastructure la plus appréciable. Ce sont ces mots que le gouvernement a réalisés. Ça veut dire qu'il a dû constater sur le terrain que ce boulevard n'a pas été
réalisé en 1 fois 2 voies ou en 2 fois 1 voie. Si vous prenez le boulevard, vous allez voir que nous avons la section la moins large est de 2 fois 2 voies. Nous avons des sections de 2 fois 2 voies. Nous avons des sections de 2 fois 3 voies. Nous avons des sections de 2 fois 4 voies. Quand on dit 2 fois 2 voies, ça veut dire que vous pouvez avoir 2 véhicules côte à côte dans un sens de circulation et 2 véhicules côte à côte dans l'autre sens de circulation. Il parle de 35 milliards. Ce n'est pas 35 milliards de francs CFA. C'est plutôt 37. Je lui ajoute 2 milliards de plus. C'est plutôt 37 milliards 739 millions 434 140 francs CFA TTC. Et si ce parti politique était un parti de gouvernement, il aurait compris que dans ces 37 milliards-là, il y a 18% de TVA qui reste dans les caisses de l'État. Il y a 1% d'enregistrement qui reste dans les caisses de l'État et 0,5% de taxes sur les marchés publics qui reste également dans les caisses de l'État. Lorsque nous enlevons tout ça des 37 milliards, nous trouvons une valeur de 30 milliards 380 millions 244 483 francs CFA hors taxe. Et c'est ça qui est le montant le plus significatif. Il y a 1 milliard 120 millions 26 976 francs CFA qui ont été payés au cabinet qui a effectué le suivi et le contrôle des travaux. Et il y a également 98 millions 553 554 qui constitue le montant payé au cabinet qui a fait l'audit du projet. Si bien que globalement, les 19 à peu près 20 km de route dont il parle, qu'il confond à 5,8 km, est plutôt de 29 milliards 161 millions 663 957 francs CFA, ce qui donne un coût moyen au kilomètre de 1 milliard 503 millions 566 000, soit 11 francs CFA. Nous sommes fiers d'avoir fait ce que nous avons fait. Nous n'avons pas dit que tout est fait. C'est pourquoi on veut que la dynamique continue pour que l'insatisfaction que notre parti, les démocrates, a pour souhaiter qu'on aille de l'avant. Nous allons disposer de la période de 2026 au-delà, dans la même dynamique, pour pouvoir faire autant d'éclairage public qu'il a vu en Côte d'Ivoire et qu'il souhaite pour notre pays. Parce que l'éclairage public aujourd'hui est mieux que ce que c'était en 2016. Et donc, le développement de Bénin est en marche. Il continuera d'être en marche au-delà d'avril 2026. Donc, il nous encourage à maintenir la dynamique. La dynamique sera maintenue. Rendez-vous sur le terrain, sur la base des éléments concrets, des éléments mesurables, des éléments honnêtes. Pour une lutte plus efficace et plus efficiente contre la corruption au ministère du Travail et de la fonction publique, Adigatou Matisse peut compter sur le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. L'autorité ministérielle a reçu de vive voix l'engagement du Haut Commissaire ce jeudi au cours d'une audience à son cabinet. Occasion aussi pour elle de présenter quelques actions menées pour la prévention de la corruption dans son département. Depuis 2016, disons, début 2017, avec la dématérialisation de la gestion des actes de carrière, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ceci a permis la réduction des contacts, donc prévenir quand même la corruption. Ensuite, en dehors de ça, et vous le savez, il y a qu'aujourd'hui, les pensionnés n'ont plus besoin de produire les 32 pièces avant de bénéficier de leur pension. Étant donné que sur les 32 pièces, il y a au moins 28 qui sont des actes de carrière qui sont produits par l'administration. Je me réjouis de ces grandes réformes entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon à travers le ministère du Travail et de la fonction publique. Ces réformes qui rencontrent la vision du Haut Commissariat.
Je crois que c'est ensemble que nous allons évoluer, travailler. Ce qui va se faire, et beaucoup se faire, Madame la Ministre, c'est la communication. Il faut que ce que nous avions vu soit régulièrement communiqué au grand public, pour que les gens sachent la dématérialisation qui diminue énormément la corruption. C'est le nid même de la corruption, quand on ne l'avait pas. Nous suivons, avant notre nomination, ce qui se passait dans tous les ministères, et surtout au niveau de ce gouvernement. Je voudrais vous remercier et vous féliciter pour ce travail que vous avez abattu avec vos collaborateurs, vos collaboratrices. Et nous allons œuvrer, nous allons travailler ensemble. Parce que votre ministère, c'est le socle même. Quelle est la quantité de gaz à effet de serre générée directement ou indirectement par le port autonome de Cotonou dans ses activités? L'entreprise a décidé d'une auto-évaluation. Elle a lancé hier le projet de réalisation du bilan carbone des activités portuaires du port. L'événement s'est déroulé à Cotonou. Le point avec Fifame Atadidio-Koundé et Wenceslas Savon-Aymon. Insécurité alimentaire, pénurie d'eau, inondations et maladies infectieuses. Les catastrophes issues du changement climatique se font nombreuses et menacent au quotidien les populations. Ces maux dont souffre l'environnement sont dus aux activités humaines. Réduire les effets du changement climatique se révèle donc une urgence. C'est dans cette optique que s'inscrit le port autonome de Cotonou. Poumon de l'économie béninoise, il initie un projet ambitieux, la réalisation du bilan carbone des activités portuaires du port de Cotonou. Le port de Cotonou a une responsabilité majeure dans la réduction de son empreinte carbone. Le bilan carbone que nous lançons aujourd'hui n'est pas seulement une obligation réglementaire ou une simple formalité, mais c'est aussi la mise en œuvre d'un engagement de notre politique environnementale et la promotion du développement durable dans nos activités. Cela inclut les émissions liées aux navires, aux camions, aux engins de manutention, ainsi qu'à l'ensemble de nos installations portuaires. Cette démarche vise à identifier, quantifier et réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités portuaires. C'est nécessaire parce que le port de Cotonou est dans une chaîne internationale de ports internationaux qui échangent à l'international. Et comme vous le savez, l'Organisation maritime internationale a pris des résolutions pour travailler dans le sens de la transition écologique. C'est une initiative vraiment salutaire et que nous encourageons. Ça permet de voir que notre port est un modèle respectueux de l'environnement. Cette prestation, c'est aussi l'occasion, à la demande expresse du port autonome de Cotonou, d'un effort d'accompagnement et de formation des équipes des services environnement, de telle sorte qu'à terme, elles puissent être en capacité elles-mêmes de réaliser ces bilans carbone. Passeport 2, qui est financé par la Belgique, Proport, qui est financé par l'Union européenne, mais qui est exécuté par l'Agence belge de développement Enabel. Ce sont des projets qui ont une durée de vie de 5 ans à peu près, donc qui vont prendre fin entre 2028 et 2030. Donc on est encore pour plusieurs années aux côtés du port, aux côtés du service environnement, et j'allais dire indirectement à vos côtés aussi, bien sûr. La décarbonation du port autonome de Cotonou présente un avantage utile à la survie des populations environnantes. Il faut s'attendre à une amélioration de la qualité de l'air dans la zone portuaire. Fin de la deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Responsables d'associations des professionnels des médias, directeurs d'organes de services publics et autres techniciens ont eu droit hier jeudi à la lecture du rapport de la dite session portant sur les actions menées par l'institution. Le compte rendu est signé Alexis Kenom et Arnaud Adadja. Lecture de rapport et discours de clôture, c'est ce qu'il faut d'abord retenir. Dans un élan de partage fait de rigueur et de ponctualité, ces conseillers de la 7e mandature et leur président viennent après plusieurs mois d'actionner les machines pour amener les pouvoirs publics à réagir face à certaines doléances.
Au cours de la dite session, les conseils ont examiné 27 rapports et ont pris 10 décisions, notamment régulation des médias, délivrance des cartes de presse aux professionnels des médias, opérationnalisation de la TNT, création du bureau de vérification de la publicité, appel à candidature pour les propositions à la nomination par le président de la République en Conseil des ministres, des directeurs généraux et des directeurs des organes de presse du service public, fonctionnement et visibilité de la HAC et enfin les activités menées. Grâce aux sacrifices consentis, on s'achemine très certainement vers le bout du tunnel, dira-t-on, par rapport à la libération de l'aide de l'État à la presse attendue depuis 9 ans. 9 ans, pratiquement, c'est beaucoup d'argent et nous en avons besoin et je crois que c'est nous-mêmes qui ne nous sommes pas mis en position de les avoir. Mais désormais, nous commencerons à les avoir, croyez-moi. Entre autres actions à saluer figurant dans le même rapport, la réduction des commissions au sein de la HAC se trouve ici précisée. Nous sommes en train de réussir à réviser le règlement intérieur de la HAC. Ce n'était pas évident, hein? C'est passé comme si c'était quelque chose de facile dans le rapport. Nous avons déposé le projet devant la Cour constitutionnelle pour son avis de constitutionnalité parce que notre règlement intérieur, c'est la Cour constitutionnelle qui met ça en vigueur, pas une décision. Pour rappel, c'est depuis le 19 septembre 2024 que la seconde session portant l'étude des points liés à la révision de certains tests et la prise de décision de suppression de certains médias a démarré. Rendez-vous dans un mois pour la prochaine session. Bruno Soali nous propose à présent le tour de l'interactualité. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, prend enfin la parole. Resté silencieux depuis le début de l'offensive sur Goma, il s'est adressé à la nation dans une allocution retransmise à la télévision nationale. Le chef du gouvernement congolais a reconnu une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire dans l'Est et a dit vouloir rassurer les Congolais. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre les terroristes et leurs parrains est en cours, a assuré le chef de l'État congolais, louant les forces armées congolaises en dépit de leur revers presque systématique face au M23 et à ses alliés rwandais. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Face à la progression constante du groupe armé antigouvernemental M23 et des forces rwandaises dans l'est de la République démocratique du Congo, le président congolais refuse de s'avouer vaincu et a mis en garde sur un risque d'escalade aux conséquences imprévisibles dans la région. François Bayrou assiste à l'audience solennelle de la rentrée 2025 de la Cour des comptes, le Premier ministre français ayant demandé lors de son discours de politique générale à la Cour un diagnostic financier des régimes de retraite. Le plan de 15 milliards d'euros qui s'est déployé de 2018 jusqu'à fin 2023 n'a pas atteint son objectif premier de réforme structurelle d'envergure touchant à l'acquisition et à l'enrichissement des compétences tout au long de la vie. L'ambition de transformation structurelle, initialement portée dans un rapport de l'économiste Jean Pisani-Ferry en 2017, a fait l'objet d'un abandon immédiat. 27 ministres de l'Intérieur issus des pays de l'Union européenne se réunissent à Varsovie pour une réunion informelle concernant les questions migratoires, alors que les victoires électorales de l'extrême droite dans plusieurs pays ont conduit à un durcissement de la position de Bruxelles à l'égard des arrivées irrégulières. L'immigration est de retour au cœur de l'agenda européen avec un net durcissement de ton dans un contexte de poussée de la droite et de l'extrême droite. Au cours des discussions, la question des retours. Actuellement, moins de 20% des décisions d'expulsion sont suivies d'effets au sein de l'Union européenne. Le président américain Donald Trump signe une loi anti-immigration. Il déclare également vouloir que la prison militaire américaine du Guantanamo, normalement réservée aux détenus accusés de terrorisme, se prépare à accueillir jusqu'à 30 000 migrants sans papier. Il a ensuite promulgué la première loi votée depuis son investiture le 20 janvier dernier, qui est un texte anti-immigration prévoyant la détention automatique des personnes en situation irrégulière si elles ont été condamnées ou poursuivies pour certains crimes et délits. La prison de Guantanamo a été ouverte en 2002 à l'intérieur d'une base militaire américaine située sur l'île de Cuba.
Et c'est tout pour ce 13h. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis.